Merci. Alors, l'âge de ces personnes est en général entre 50 et 75 ans. Alors, les stages... Oui, pardon. Non, ça marche. Il y a des flèches. Ni en haut, ni en bas. D'accord. Oui, juste pour vous dire que les stages, c'est un par an, mais le reste de l'année, c'est Suden en forme. Notre programme, en fait, plus que notre programme, c'est notre association qui a 7 clubs labellisés sur le territoire et où on met en œuvre notamment sport sur ordonnance. Donc le programme d'activité physique pour les patients qui ont du diabète, mais également pour d'autres patients qui sont porteurs de maladies chroniques. Donc voilà, je vais vous parler principalement de diabète de type 2 et d'activité physique, en faisant d'abord un préalable sur le diabète, d'autant plus que vous allez avoir un autre cours sur le diabète, mais qu'il n'a pas encore eu lieu. Donc j'ai plaisir à parcourir rapidement la thématique du diabète. Et puis on laissera un long moment aux questions. Je m'arrêterai régulièrement pour vous demander si vous avez des questions. Donc voilà. Alors, quelques définitions. Donc le diabète, c'est quand on a une glycémie supérieure à 1,26 g à jeun à 2 reprises au moins, ou supérieure à 2 grammes par litre à n'importe quel moment de la journée, en sachant que la glycémie normale, elle est aux alentours d'1 gramme, 0,70 à 1,10 g, et qu'après les repas, elle monte, mais normalement jamais au-delà d'1,40 g. Alors, quelques rappels sur le métabolisme du glucose, en disant que principalement c'est les repas qui déterminent les apports de glucose et le stockage dans le foie, les muscles et le tissu adipeux. Ce diaporama, vous l'aurez, et j'ai mis de temps en temps des références sur des thèmes plus précis, où il y aura également des diapos qui sont masqués, qui ne sont pas visibles, mais qui approfondissent certaines questions, comme par exemple l'insulinorésistance ou des notions comme ça qui peuvent être intéressantes à approfondir. L'insuline, l'hormone qui sert de traitement à de nombreux diabétiques, aux diabétiques de type 1 et habituellement aux diabétiques de type 2 après plusieurs années ou décennies d'évolution. C'est l'hormone hypoglycémiante qui permet au glucose d'être capté et utilisé par les cellules et qui favorise son stockage et bien sûr dont le rythme est fixé par les apports glucidiques, notamment les 3 pics au moment des 3 repas, en fonction notamment de la glycémie, entre autres comme paramètre. Alors, le diabète, c'est principalement, dans 90% des cas, un diabète de type 2, et dans 5% des cas, un diabète de type 1. On va détailler un peu ce que c'est ensuite. Et il faut parler également du diabète gestationnel, ce diabète qui survient pendant la grossesse et qui disparaît habituellement après, et qui est en fait un état prédiabétique. Voilà. Alors, si on doit dire la différence entre le diabète, les grandes choses qui permettent de bien faire la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2, le diabète de type 1, habituellement, c'est celui qui survient chez des enfants ou des adultes jeunes, de manière plutôt brutale, avec des profils de personnes poids normal, et à une époque on parlait même de diabète maigre,
à la différence du diabète de type 2 qui est une pathologie souvent de la deuxième partie de la vie, à partir de 40 ans. Alors le diabète de type 1, il est de début brutal habituellement, marqué par un amaigrissement rapide et une grande fatigue, une asthénie, et traditionnellement ce qu'on appelle le syndrome polyuro-polydipsique. Polyuro parce qu'on n'arrête pas d'aller uriner, et polydipsique parce qu'on n'arrête pas d'aller boire. Tout simplement parce qu'à partir d'1,80 g de glycémie, l'excédent de glucose sanguin est éliminé par le rein. Et dans le cas présent, les quantités sont telles. La glycémie, en cas de diabète de type 1, elle monte à 3 grammes, 4 grammes, parfois plus. Donc il y a des grandes quantités qui sont éliminées vers les urines. Par un phénomène de pression osmotique, ça attire de l'eau dans la vessie. Et donc ça explique le besoin d'aller uriner très fréquemment. Et du coup, il s'ensuit une déshydratation qui explique le besoin de boire très souvent également. Ça, c'est donc ce début brutal fait la différence habituellement par rapport au diabète de type 2 qui lui s'installe insidieusement, parfois même tellement insidieusement que les personnes ne s'en rendent pas compte, et que ça peut être découvert à l'occasion de la survenue de complications. Une personne qui fait un problème cardiaque et on découvre qu'elle a du diabète, et en vérité, on se rend compte que ça n'a jamais été contrôlé depuis des années et que, en fait, le diabète s'est développé insidieusement. Bon, ceci dit, maintenant, on fait de plus en plus souvent ou régulièrement des prises de sang, des contrôles biologiques. Donc c'est découvert plus souvent de manière fortuite à l'occasion d'un bilan sanguin ou d'une visite en médecine du travail, par exemple. C'est rarement un tableau brutal comme dans le type 1, mais ceci dit, quand les glycémies s'élèvent beaucoup, on a les mêmes symptômes avec le syndrome polyuro-polydipsique et l'asthénie et l'amaigrissement qui peuvent survenir. Alors la différence en termes d'explication, c'est dans le type 1, c'est on va dire un accident de l'immunité, de l'auto-immunité, à l'occasion d'un épisode viral banal. Il y a des anticorps qui sont fabriqués contre le virus, mais malheureusement également contre les cellules bêta du pancréas, des îlots de Langerhans, et qui sont détruites. Et donc, comme ce sont les cellules qui fabriquent l'insuline, il n'y a plus de fabrication d'insuline. Le seul traitement, c'est l'insuline. C'est pas du tout l'activité physique, c'est pas du tout le régime alimentaire, c'est de manière vitale des apports d'insuline tout au long de la journée. Donc ça, c'est le type 1. Vous en connaissez. Oui. Excusez-moi, mais l'activité physique permet de consommer plus de sucre et du coup de prendre moins d'insuline. Oui, mais dans le cas présent, l'activité physique, elle devient presque anecdotique. Hein. Ce n'est pas vraiment... ça rentre pas dans le traitement, ça rentre dans le besoin ou l'envie de faire du sport, de l'activité physique. D'ailleurs, très souvent, c'est même plus de l'activité physique, c'est du sport, et du sport à un très très haut niveau. Pour vous situer un peu l'état d'esprit, le magazine de l'Union Sport et Diabète s'appelait Défi. Donc voilà, très souvent on voit des diabétiques de type 1 qui sont dans le défi de dire moi du sport je peux en faire et je peux en faire très fort malgré le fait que je sois diabétique. Donc voilà, bon maintenant ça demande vraiment une bonne gestion de l'insuline parce que le danger bien sûr c'est les hypoglycémies. Alors, par opposition à ce... Donc vous voyez, les deux pathologies portent le même nom, diabète, mais les conséquences sont les mêmes, c'est l'élévation de la glycémie, mais les mécanismes sont complètement différents. Et donc dans le mécanisme du diabète de type 2,
c'est le problème de l'insulinorésistance et de l'épuisement du pancréas avec insulinopénie au bout de plusieurs années d'évolution. Le traitement, bien sûr, il est médicamenteux, mais il est, et en particulier au début du déclenchement de la maladie, il est de modifier le mode de vie en ayant une alimentation équilibrée et en ayant une activité physique adaptée. Tu peux résumer en 2 mots? Oui. Type 1, insuline obligatoire, même si je mange pas et que je fais courir, j'ai besoin d'insuline. Certes, je vais en mettre moins si je vais courir, mais mon corps a de toute façon besoin d'insuline. Toute la nuit, j'ai besoin d'insuline, parce que si je ne mange pas la nuit, c'est comme vous, le soir, je verrai le glucose. Donc ma glycémie va monter. Si j'arrête ma pompe le soir, le lendemain matin, je me retrouve à 6 grammes dessus. Donc, vraiment très très haut. Donc, j'ai pas le choix. Non. Le type 2, c'est basé sur 4 choses. L'alimentation, qui doit être équilibrée avec des aliments plutôt avec un index glycémique bas. Une activité physique adaptée aux capacités de la personne. C'est sûr qu'à 50 ans, on ne fait pas la même chose qu'à 80 ans. Des médicaments, alors que ce soit des comprimés ou de l'insuline. Et la 4e chose, peut-être la plus importante, c'est de le faire tous les jours. Il n'y a pas la possibilité de s'arrêter. Votre diabétique, c'est chronique. C'est à vie. Donc il faut avoir le moral pour le faire. Et le soutien du coach est super important. Oui. Quels sont les symptômes quand vous êtes en hyperglycémie? Comment vous ressentez? La fatigue, envie d'aller aux toilettes, et soif. Ça, c'est les 3 choses principales. J'ai envie de dormir. Si je vois un programme où j'ai plus l'entraînement, il faut que j'aille faire ma sieste. Tous les patients qui vous disent j'ai bien mangé à midi, mais j'ai pu faire une petite sieste, ça sera intéressant de voir quelle est leur glycémie après le repas. Parce qu'elle est certainement très très haute. La fatigue. Même un repas très riche en sucre ou choses comme ça. Oui, non, mais même chez un non-diabétique, mais chez un diabétique, très c'est encore pire. Oui, oui. Alors, oui, comme on va beaucoup s'intéresser au diabète de type 2, il faut parler d'un des problèmes essentiels dans le diabète de type 2, surtout que l'une des solutions, et j'ai envie de dire la solution, c'est l'activité physique. Donc, c'est de parler de l'insulinorésistance, la résistance à l'insuline. L'insuline devient moins efficace et du coup, le pancréas est obligé d'en fabriquer beaucoup plus. Quand on compare, par exemple, les doses d'insuline qu'utilise un diabétique de type 1 et un diabétique de type 2, souvent il y a de très grandes différences. À l'occasion d'un repas, il peut y avoir un facteur 10 entre les doses d'insuline qui peuvent être utilisées dans un cas et dans l'autre. Donc vraiment, il y a un problème d'insuline qui perd de son efficacité dans le type 2. Et du coup, elle a du mal à agir au niveau des cellules du foie, du muscle, de la graisse. Le pancréas est obligé de s'emballer en fabriquant beaucoup plus, avec le problème de l'épuisement. Alors, un diagramme qui reprend un peu ces notions-là et qui est intéressant parce que il installe une chronologie dans les événements et ça va permettre aussi de dire qu'il y a des périodes où on peut intervenir et que c'est particulièrement utile. En fait, le chiffre que je vous ai cité d'1,26 gramme, il est un peu artificiel et il se trouve que c'est le chiffre qui a été retenu pour poser le diagnostic du diabète, mais on voit bien que en fait c'est quelque chose qui évolue depuis des années auparavant. Hein, vous voyez le diabète à 1,26 gramme, mais ça fait 5 ou 10 ans que les choses se dérèglent petit à petit. La glycémie à jeun qui commence petit à petit à grimper. La glycémie postprandiale après le repas
qui se dérègle également et même un peu plus tôt. Et on voit également que les problèmes d'insulinorésistance, ils s'installent dans cette période avant même que le diabète ne soit déclaré. Alors, l'intérêt, vous le verrez, c'est que dans les programmes d'activité physique, on peut agir de manière différente, bien sûr, aussi bien avant que le diabète ne se déclare, en prévention secondaire, on va dire, et en prévention tertiaire quand le diabète est déclaré pour limiter les complications. Alors, juste pour vous dire que l'insulinorésistance, en fait, elle précède le diabète de type 2. Elle survient sur un terrain génétique de susceptibilité. En fait, il y a des notions d'hérédité dans le diabète de type 2. Il y a des familles de personnes diabétiques de type 2. Et quand on fait la généalogie des personnes diabétiques, on se rend compte effectivement qu'il y a plusieurs cas dans la même famille. Et curieusement, les gènes de susceptibilité, enfin curieusement, mais on n'est pas du tout étonné en vérité, leur expression, elle dépend des facteurs d'environnement qui sont principalement la consommation excessive de graisses saturées et de sucre rapide et la sédentarité. Donc génétique plus mode de vie égale diabète qui se déclenche. Oui. Tout à l'heure, par rapport au diabète gestationnel, je voulais savoir s'il y avait un rapport en fait entre une maman qui a un diabète gestationnel pendant sa grossesse et justement l'enfant s'il naît par exemple avec un diabète de type 1 ou qui est sujet à avoir le diabète de type 2. Alors habituellement non. Par contre, la mère, elle, a un fort risque de déclencher un diabète plus tard dans la vie. Hein. Donc on le dit après, mais c'est vrai que des dérèglements, même tôt dans la vie, de la glycémie, sont un facteur de risque de déclencher un diabète de type 2. Mais bon, pas spécialement chez l'enfant. Bon, c'est des enfants qui habituellement naissent avec un poids de naissance très important, supérieur à la normale, ce qui habituellement interpelle les médecins notamment. C'est un des critères qu'on peut rechercher justement pour rechercher des facteurs de risque du diabète. Mais ensuite, cet enfant, il reprend une croissance normale et il a pas de risque, en tout cas, de développer tôt dans la vie un diabète de type 1. Il y a quelques familles du diabétique de type 1, mais ça reste quand même très rare. Il y a personne de ma famille qui est diabétique. Le risque pour un papa d'avoir un enfant diabétique, s'il est lui-même diabétique, 5%. 2% chez la maman. Par contre, on arrive à 80% de risque entre frères jumeaux. On a un jumeau diabétique de type 1, le risque est quand même très important. Alors donc pour compléter concernant l'insulinorésistance, je voudrais vous dire donc que le problème est au niveau musculaire, où il y a une accumulation des graisses au niveau musculaire, et du coup leur dégradation va entrer en compétition avec la dégradation du glycogène et des réserves glycémiques, en tout cas de glucides, pardon. Et ça aboutit à former, en tout cas à faire monter la glycémie, ce qui explique donc que l'insulinorésistance favorise l'hyperglycémie. Ce processus, en fait, est inversé par l'activité physique, qui restaure l'utilisation du glucose, en tout cas du glycogène musculaire, comme source d'énergie, et donc fait le mécanisme inverse et baisser la glycémie. Donc, c'est important de savoir ce qu'il en est. Ça, c'est un article qui l'explique, dont je vous ai marqué les références. Alors, on va parler, je vais essayer d'être un peu rapide là-dessus, sur l'épidémiologie du diabète. Qu'est-ce qu'il en est du diabète en 2018 ?
C'est pour dire que ça se développe énormément. Parallèlement à la courbe d'obésité, et je devrais dire aussi de la courbe de sédentarité. Et c'est partout dans le monde, sur les 5 continents, que les choses sont en train de se passer comme on le voit en France, avec une croissance permanente du nombre de personnes diabétiques dans la population. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est de dire que la prévalence du diabète de personnes traitées, c'est 5% de la population en 2015. Ça représente 3,3 millions de Français. Et ça augmente. Hein, ça augmente. Donc quand on regarde la carte de France, on voit bien effectivement que dans la partie nord de la France, les chiffres sont plus forts, même la prévalence est plus importante. Mais toutes les régions sont concernées. Et quand on regarde dans la répartition des régions, on voit des chiffres parfois impressionnants, quoi. Pardon ? Guadeloupe, Martinique. Alors, oui, il y a des critères également héréditaires, hein, qui jouent forcément, ce qui explique que dans certaines situations, la prévalence soit plus importante. Pour dire aussi que c'est une pathologie de la deuxième partie de la vie, donc vous voyez les hommes en bleu, les femmes en rouge, et c'est à partir de le pic, il est aux alentours de 70, à partir de 70 ans. Bon, ceci dit, avec les changements qui s'opèrent dans la société, on voit des personnes diabétiques de plus en plus tôt. Dans les revues de médecine, on voit parfois des cas rapportés de personnes de l'âge de 16 ans qui développent un diabète de type 2. Hein, ça commence à se voir. Et puis, pour vous donner un exemple, moi, dans mes patients, j'ai un patient il devait avoir 35 ans et en fait, qui a déclenché un diabète. Il avait 3,22 g, je crois, quand ça a été diagnostiqué. Et puis, en l'interrogeant, une des choses qui ressortait, c'est qu'il buvait tous les jours une bouteille de coca. Tous les jours. 1,5 litre, donc ça représente combien? 30 morceaux de sucre, je crois. Hein, c'est ça, 31? Non? C'est 7 morceaux de sucre par canette de 33 centilitres, donc 3 x 7, 21 par litre, donc oui, ça fait 32 morceaux de sucre tous les jours. Faut quand même les avaler, hein. Et le coca, ça permet de les avaler. Et Oui, on a autant. oui. Faut pas oublier, on critique le coca, mais vous prenez un jus de fruits, c'est pareil, hein. Autant de sucre, hein. Il n'y a pas beaucoup de fruits, hein, dedans. non, mais Et de l'eau et du sucre. ceci dit, le boire du coca dans la population des plus jeunes, ça deviendrait presque la norme, on va dire, au point d'arriver à des excès, quoi. C'est ça le problème, il est à ce niveau-là. Alors la progression du diabète de type 2, c'est en rapport avec le vieillissement de la population, la progression de l'obésité, l'allongement de l'espérance de vie, et notamment des personnes diabétiques, parce qu'on se soigne de mieux en mieux, heureusement, et aussi un meilleur dépistage du diabète. Les facteurs de risque d'avoir un diabète de type 2, on peut faire la différence entre les facteurs de risque non modifiables et ceux qui le sont. Les facteurs de risque non modifiables, c'est l'âge, effectivement, on a vu que c'était une pathologie de la deuxième partie de la vie, des antécédents familiaux, donc l'hérédité, et puis des antécédents d'hyperglycémie à un moment ou un autre de la vie, voilà, comme on disait précédemment, pour le diabète gestationnel. Et les facteurs de risque modifiables, c'est le périmètre abdominal, le surpoids, le déséquilibre alimentaire et la sédentarité. Donc vous voyez tous les éléments qui sont en rapport avec le mode de vie. Est-ce qu'avec une bonne hygiène de vie, on peut ne plus avoir de diabète? Alors oui, on en parlera tout à l'heure. Il y a un bénéfice de l'ordre de 60%. Il y a un risque
de déclencher le diabète qui diminue de 60%. Donc c'est impressionnant, quoi. Une fois qu'on a du diabète, on peut ne plus en avoir ou pas? Dans la partie initiale, on voit d'ailleurs, c'est le traitement. Le traitement du diabète débutant, c'est pas les médicaments, c'est d'agir sur le mode de vie. On dit en cas de surpoids, ce qui est habituel, c'est moins 5 à moins 10% une perte de poids de l'ordre de moins 5 à moins 10% et une activité physique de 30 minutes minimale par jour. Donc oui, bien sûr, c'est tout l'intérêt. Bon, ça, vous connaissez, c'est pour parler de l'IMC. Le périmètre abdominal, parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'insulinorésistance. En fait, la graisse viscérale est particulièrement active et elle... à côté. Et donc, c'est un critère presque plus important que de peser les personnes. Bien sûr, vous connaissez les limites de l'IMC, notamment les personnes qui sont musclées, elles peuvent se retrouver dans la catégorie des personnes en surpoids ou de l'obésité. Et par contre, si on mesure le périmètre abdominal, il n'y a pas de risque de se tromper parce que ça mesure vraiment, c'est un bon reflet de la masse graisseuse abdominale et viscérale. Bon, c'est lié au syndrome métabolique, ce qu'on a appelé parfois le syndrome de la bedaine. Et en fait, ça en fait, cette obésité abdominale, elle se traduit très souvent par un syndrome métabolique qui lui évolue très souvent vers un diabète de type 2. Les complications du diabète, peut-être que vous savez des choses là-dessus, que je vous passe peut-être un peu la parole. C'est bon, c'est pardon. La vue, les pieds. Pardon. Oui. Oui. La vue et les pieds. Oui. Les nerfs. Oui. Oui. Les accidents cardiovasculaires. Oui. Alors, et peut-être je rajouterai les reins. Donc, en termes de microangiopathie, c'est l'atteinte des vaisseaux microscopiques qu'il y a notamment au niveau de la rétine et au niveau des reins. C'est des vaisseaux qui sont très sensibles à l'hyperglycémie et qui vont avoir tendance à se boucher et s'altérer de ce fait-là. Donc c'est des organes cibles très sensibles à l'hyperglycémie au fil des années, ce qui explique que les patients diabétiques soient très concernés par les problèmes de rétinopathie et de néphropathie, et ce qui explique également que ça fasse partie du bilan systématique des personnes diabétiques. On recommande un fond d'œil, un contrôle du fond d'œil une fois par an, et dans les analyses, une analyse donc le dosage de la microalbuminurie pour dépister un début d'atteinte rénale, ce qui à chaque fois veut dire que en fait le diabète n'est pas suffisamment traité et qu'il faut améliorer la glycémie, notamment faire baisser la glycémie. Au niveau des nerfs, alors il y a des choses intéressantes à connaître. Oui, pardon. Alors au début c'est insidieux et c'est pour ça qu'on a un test qu'on est amené à faire qui s'appelle la recherche ou le dosage de la microalbuminurie. C'est une forme d'albumine de très petite taille qui arrive à passer dans les urines et qu'on arrive à doser facilement. Et c'est un signe très en amont de l'atteinte rénale et qui est maintenant utilisé de manière courante. Après, s'il y a des signes d'atteinte rénale, ça peut être un peu tardif. C'est l'hypertension artérielle notamment qui peut suivre l'atteinte rénale. Voilà, donc c'est oui. Quand les reins
sont atteints, c'est Oui. aux urgences, C'est pour éviter, en fait, c'est vraiment un travail qu'il faut faire en amont, quoi. Hein. C'est quelque chose qui arrive si on n'y prend pas garde, mais qui peut être détecté suffisamment tôt pour qu'on puisse intensifier le traitement. Au niveau, oui. Ouais, j'ai une question que je me pose. Est-ce qu'on peut être diabétique et pas obèse? Est-ce qu'on peut être obèse et sans être diabétique? Est-ce qu'on peut avoir des accidents cardiovasculaires sans être diabétique? Oui, on peut dire que toutes ces combinaisons-là sont possibles. Alors, je les reprends dans l'ordre. Alors, diabétique et pas obèse. Oui, la réponse est oui. Il y en a plein. Geneviève, tu penses au... Ceux qui ont couru le marathon ce week-end ou qui vont courir les 100 km de Millau ou le marathon des Sables, ils ne sont pas obèses. Hein. C'est sûr. Non, mais beaucoup de type 1, la plupart des types 1. Dans des types sportifs, moi je fais partie un peu des cas spéciaux. Geneviève. Mon professeur de généto m'a dit que tu es type 1 et type 2 en même temps. T'as de la chance. Être obèse et pas diabétique, c'est possible aussi, bien sûr. Les très grosses obèses sont rarement diabétiques. Et la troisième, c'était quoi la catégorie? Bah, si on peut avoir des problèmes cardiovasculaires sans être diabétique, parce qu'apparemment c'est... Alors, oui, et... C'est des complications du diabète. Oui, parce que le diabète n'est pas le seul facteur de risque cardiovasculaire. Il y en a 4 que vous connaissez peut-être. Donc le diabète, l'obésité, non. Le tabac, ça fait 2. L'alimentation, non. Dyslipidémie, oui. 3, le cholestérol, l'excès de cholestérol. Et le dernier, ah tiens, ça c'est mon iPhone qui se réveille. Et chez les Américains, mais pas en France, c'est pas reconnu en France la sédentarité, mais chez les Américains, oui, si, ils l'ont rajouté, ils ont mis comme 5e facteur de risque. J'ai pas entendu. Non, l'âge, ça peut l'être, effectivement, mais il y en a un plus important, je pense, que vous n'avez pas cité, mais parce qu'il se mesure pas de la même manière. C'est l'hypertension artérielle. Voilà, parce qu'en fait, les premiers contribuent à, on va dire, à ce que les artères s'obstruent. L'hypertension artérielle, elle perturbe la structure de l'artère et des vaisseaux en les rendant, en faisant perdre de l'élasticité, en les durcissant en quelque sorte et avec des risques à ce niveau-là. Juste pour vous parler de la neuropathie diabétique, c'est quelque chose de particulier parce qu'en fait, vous allez devoir vous en préoccupé en raison des conséquences au niveau des pieds et notamment des chaussures que les personnes diabétiques sont amenées à porter pour faire du sport ou de l'activité physique et parfois même à ne pas porter. On a déjà vu des personnes qui venaient à des randonnées avec des sandales, des genres de tongs ou des choses comme ça, des chaussures tout à fait inadaptées et pourtant quand on a du diabète depuis longtemps, on peut avoir une perte de sensibilité au niveau des pieds au point que si on se blesse, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a une perte de la sensibilité à la douleur. En pratique, vous avez un caillou dans votre chaussure et vous randonnez pendant 4 heures sans vous en rendre compte. Hein, ou alors vous avez des chaussures trop serrées, vous avez une ampoule et puis, vous en rendez pas compte que quand vous retirez votre chaussure et que vous voyez en fait l'état du pied. Le sable chaud, brûlure, voilà. Aussi, j'ai parlé de la sensibilité à la douleur, mais il y a la sensibilité aussi au chaud et au froid. Moi, j'ai un souvenir comme ça d'une photo. Vous savez, dans ces cas-là, c'est un peu gore. Hein, les photos qu'on peut voir en médecine. C'était retour de randonnée en raquette, en hiver. On rentre, on met les pieds devant la cheminée pour se réchauffer parce qu'on a froid. Et ben, quand vous perdez votre sensibilité, vous avez des grosses cloques sous les pieds après, et vous comprenez pas pourquoi. Mais en fait, voilà, des choses un peu caricaturales qui peuvent arriver. C'est juste pour dire que les personnes diabétiques,
elles perdent de la sensibilité après des décennies, enfin 1 ou 2 décennies d'évolution du diabète, et que ça ne récupère pas, ça par contre. Hein, ça fait partie des choses qui, une fois qu'elles sont installées, elles le sont définitivement. Une des difficultés aussi qui peut s'associer à ça, c'est notamment les problèmes de mycose au niveau des pieds, qui sont tellement répandus dans le cadre de la pratique du sport et de l'activité physique, parce que c'est éminemment contagieux, et on attrape ça très facilement. Et quand vous avez 65 ans, que vous avez un IMC à 35, que vous avez du mal à soit vous couper les ongles des pieds, soit à regarder si vous avez de la mycose au niveau des pieds, et ben ça évolue insidieusement, ça se coupe, ça se fend entre les orteils, les germes ne demandent qu'à rentrer à ce moment-là, et les zones ne sont pas très loin, et donc voilà, il y a des histoires d'ostéite au niveau des pieds qui se déclenchent et qui se finissent régulièrement plutôt mal. Oui. Ça joue pas trop, mais par contre, il y a le problème de l'artérite, les artères qui se bouchent, effectivement. Au niveau des pieds, ça arrive d'autant plus facilement que le diabète est élevé, qu'il y a du cholestérol et qu'il n'est pas traité, voire même que la personne fume. Donc, si on associe... Alors, les diabétiques ont souvent plusieurs facteurs de risque associés, malheureusement. Ils ont le diabète, plus très souvent de l'hypertension artérielle, plus très souvent du cholestérol. Donc, vous voyez, ça fait 3 facteurs de risque sur 4 qu'on retrouve régulièrement chez la même personne, et ce qui explique que le taux de complications cardiovasculaires et la nécessité de faire quelque chose, de les diminuer le plus possible, et notamment par l'activité physique. Alors, c'est toujours irréversible. On ne revient pas en arrière. Ça, c'est ce que je disais. Donc, les complications chroniques, elles sont d'autant plus importantes qu'elles sont associées à d'autres facteurs de risque. Donc, il faut que, pour l'hypertension artérielle, il faut que la tension soit normalisée. Les autres facteurs de risque, le cholestérol, l'arrêt du tabac, et on ajoute souvent un antiagrégant plaquettaire pour que le sang soit moins épais, plus fluide et qu'il circule plus facilement. Et puis, ils ont besoin de faire, d'être minutieux avec leur suivi médical, notamment pour permettre un dépistage précoce et un traitement approprié des complications. Le traitement, comme on disait pour le diabète de type 2, il s'appuie sur les médicaments, mais aussi sur la diététique et l'activité physique. Et puis, il s'appuie également sur l'autosurveillance, l'autocontrôle du diabète, de la glycémie. Vous savez sûrement que de nos jours, il existe ces petits appareils qui sont tellement utiles, et peut-être c'est la seule maladie où on peut voir en direct à l'instant T où est-ce qu'on en est, en prenant une goutte de sang et en utilisant un lecteur de glycémie, on sait à combien on est. Alors, vous voyez, là c'est 105, mais c'est régulièrement plus, bien sûr. Et par contre, cet outil-là, il est bien utile parce qu'à tout moment, et donc avant et bien sûr après un temps d'activité physique, il montre où on en est. Et si on a fait baisser sa glycémie après un temps d'activité physique, on le voit en direct. Et on se motive d'autant plus que voilà, on le vit et on l'expérimente. Le taux de glycémie, il descend et il se stabilise au bout de combien de temps? Par exemple, si on est à un taux supérieur, on va faire une activité physique, on descend son taux, il peut tenir combien de temps comme ça avant de ça fluctue. Alors, quand il descend jusqu'au repas suivant. Et il va remonter. Oui, c'est ça, voilà. Principalement, c'est les repas qui rythment. Même pour un diabétique. Surtout pour un diabétique, parce que
ils ont une réaction excessive aux apports glucidiques. En fait, c'est un problème de stockage aussi, c'est que le glucose reste trop longtemps dans le sang. L'insuline, normalement, qui permet qu'il soit évacué vers les zones de stockage que sont le muscle, le foie et le tissu adipeux, elle est moins efficace. Donc le temps de transit dans le compartiment sanguin, il est plus long. Et donc après un repas, ça monte et ça a du mal à rebaisser. Hein, donc voilà, et ça va baisser au bout de plusieurs heures, selon le niveau d'activité notamment. Bon, aussi avec un traitement habituellement. Et puis ça va remonter comme ça. En fait, ça va faire des pics. Et l'intérêt justement de cet appareil, c'est de l'utiliser pas simplement à jeun. Bon, on a parlé de glycémie à jeun. Pas simplement avant les repas, parce que c'est le moment où ça a plutôt baissé, mais l'intérêt c'est de regarder ce qu'on appelle la glycémie postprandiale, c'est-à-dire au moment du pic après le repas, de voir jusqu'à combien ça monte. Hein, je vous disais qu'il ne faudrait pas que ça monte au-delà d'1,40 g chez les patients non diabétiques. Chez les patients diabétiques, on dit pas au-delà d'1,60 g, mais en fait, on se rend compte que ça monte beaucoup plus haut, ça monte à 2 grammes, 2,50 g, 3 grammes, enfin c'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Et dans le cadre d'un pic ou d'un repas très riche, qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour diminuer En prendre conscience. Déjà, on commence par le b.a.-ba. Si vous vous contrôlez pas, vous savez pas que vous faites un pic. Mais déjà, apprendre à utiliser ces appareils-là et les mettre dans sa vie quotidienne. Parce que quand vous voyez 3 grammes après manger, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai donc mangé pour que ça monte autant? Et après, vous allez regarder un peu plus attentivement le contenu de vos repas. Vous allez, pour peu qu'on vous dise, regardez en particulier vos glucides, votre quantité de glucides. Effectivement, là, vous vous rendez compte qu'il y a des apports de glucides qui sont bien au-delà des besoins de l'organisme. Et c'est là où vous allez vous dire, tiens, si je diminue mes glucides, parfois même si je change ce qu'on appelle l'index glycémique, c'est-à-dire qu'on prend des glucides plus lents pour éviter les effets de pic ou pour diminuer les effets de pic, ça peut être très complémentaire et très utile. Donc voilà. Et puis sur la gauche, j'ai mis comme photo aussi le freestyle libre dont on voit la pub à la télé, je crois. Hein. Il me semble l'avoir vu à la télé. On le voit plus, ils ont arrêté. C'est un petit capteur, c'est le progrès en fait. C'est la même chose que ça, mais en continu. Oui, Geneviève, elle en a un, donc elle va pouvoir en parler mieux que moi. Donc en fait, c'est quelque chose qui se colle sur la peau. Il y a un petit capteur qui pénètre sous la peau et ça enregistre la glycémie. Alors c'est pas vraiment la glycémie, c'est le taux de glucose interstitiel en continu, jour et nuit. C'est-à-dire que c'est pas quand on se pique, c'est à tout moment du jour et de la nuit. Et l'appareil, il est intelligent et il donne les chiffres sur 7 heures, sur 12 heures, sur 24 heures, et en montrant le cycle glycémique, en voyant si ça a été, si ça n'a pas été, quand est-ce que ça a été élevé, jusqu'à combien ça a été élevé, combien de temps ça a duré, combien de temps ça a mis pour diminuer. Donc voilà, ça c'est le progrès qui permet justement d'avoir ce genre de choses. Et dorénavant, c'est remboursé pour les diabétiques de type 1, qui l'utilisent de plus en plus. La preuve, Geneviève, ça fait combien de temps que tu as ça? Ça fait 1 an? Ça fait 2 ans maintenant que tu utilises ça? Depuis le 1er juin 2017, il y a tous les patients de plus de 4 ans qui ont plusieurs injections d'insuline par jour. Donc c'est pas pour les types 2. C'est pour les types 2 qui ont de l'insuline 3 fois par jour. Les types 1, de toute manière, ils ont obligatoirement de l'insuline, c'est leur seul traitement. Donc ils en ont soit 3 fois par jour, soit toute la journée avec une pompe à insuline. Et les types 2, comme je vous ai dit, au fil des années, au fil des décennies, le pancréas s'épuise et à ce moment-là, ce que fabrique le pancréas, il faut bien l'amener sous forme d'injection d'insuline. Donc à quel stade les types 2, ils ont des besoins d'insuline? Très souvent, c'est
Au bout de 15 ans de diabète, on va dire. Hein, voilà, Dans la durée, en fait. voilà, c'est dans cette période-là qu'il y a un certain degré d'épuisement du pancréas qui s'est installé et où il va y avoir besoin d'apporter de l'insuline. Oui. Dans le cadre des activités physiques, parce qu'on voit que le taux de glycémie est assez variable. Oui. En tant qu'éducateur, comment on le contrôle et sur quelle valeur on peut commencer à s'alarmer, à créer une alerte, se dire qu'est-ce qu'on fait en continu? C'est une bonne question. On va en parler au moment de l'hypoglycémie. On peut même en parler maintenant, d'ailleurs, parce qu'on a été un peu théorique et maintenant on va essayer peut-être d'être un peu plus pratique. Mais c'était bien, je pense, de fixer un cadre. D'abord, moi, je voudrais vous dire sur cette diapo que j'ai envie de vous suggérer d'inciter les personnes diabétiques de vos groupes d'activité de se contrôler. Hein, de se contrôler pour plusieurs raisons. Ça peut être d'une part pour faire la promotion de l'activité physique et de son efficacité en tant que traitement. C'est-à-dire quand je vais faire une randonnée, si je me contrôle avant de partir, que je suis à 2,50 g et qu'une heure après ou une heure et demie après, je suis à 1,30 g, eh ben je dirais oui, ça a été particulièrement efficace et c'est vraiment quelque chose qui me convient bien, qui me réussit bien. Donc ne vous privez pas de régulièrement leur dire alors vous êtes à combien, vous êtes parti à combien, et vous avez trouvé combien, etc. De les inciter à l'utiliser. Les types 2 n'aiment pas trop. C'est pas dans leur culture. Les types 1, ils se contrôlent 10 fois par jour. Les types 2, c'est 2 ou 3 fois par semaine. Et pourtant, on sait que plus il y a de contrôle quotidien, plus l'hémoglobine glyquée, qui est le reflet du diabète, de l'équilibre du diabète, est améliorée. Hein. Plus ils se contrôlent, plus ils interviennent sur leur alimentation ou leur activité physique. Moins ils se contrôlent, ils savent pas, hein, ils sont à 2,80 g, on se contrôle pas, on sait pas. Donc voilà, vous avez le temps qui permet justement de leur montrer que se contrôler, ça peut être parfois un peu choquant, mais que en fait ça ne demande qu'à s'améliorer. Et puis je vais passer peut-être à la partie hypoglycémie. Une personne qui avait une glycémie à 2,50, qui avait une petite fringale et qui voulait prendre des pâtes de fruits. On lui a dit non, il faudrait se contrôler avant la pâte de fruits. D'accord pour le petit truc, mais ah ouais, mais je suis à 2,50. On n'avait pas de pâte de fruits. Mais pourquoi elle avait une fringale? Par le manque d'insuline, son corps ne réagissait pas au sucre qu'elle avait, donc elle avait faim. C'est comme si elle était âgée. Donc attention, la fringale n'est pas forcément signe de devoir manger. Alors on va parler d'hypoglycémie justement, parce que c'est intéressant. L'hyperglycémie, il n'y a pas plus de risque que ça. À part dans le temps où effectivement on use le pancréas, mais alors, on fatigue. Non, parce que dans le type 2, mais dans le type 1, c'est pas du tout pareil. Un type 1 qui a 3 grammes de glycémie en arrivant au moment de faire le temps d'activité, ça ne va pas baisser en faisant l'activité ou pas du tout, comme on peut l'imaginer chez des personnes type 2. L'hyperglycémie chez le diabétique de type 1, elle doit être traitée par de l'insuline. Quand c'est trop haut, c'est que la quantité d'insuline est insuffisante. Et si on laisse les choses dériver, ça va empirer et avec formation d'acétone et de complications en rapport avec cet excès de glycémie et d'acétone. Les types 2, un type 2 qui a 3 grammes, ça va baisser, quoi. Hein. Voilà, il va faire sa séance de gym, il va faire sa séance de rando, de natation, ça va baisser, et puis voilà. Alors, par contre, il faut quand même que vous sachiez que les hypoglycémies, ça peut exister. Chez les types 2, probablement pas chez tous les types 2, mais en particulier ceux qui sont sous insuline. Et à quel moment ? Vous savez, l'insulinorésistance, ça oblige à utiliser notamment des grosses doses de médicaments quand ils sont sédentaires. Mais dès qu'ils vont se mettre à bouger, l'insuline, elle va devenir super efficace. Donc là, ils ont un risque de faire des hypos qui vont obliger à baisser l'insuline au fil des jours et des séances parce que leurs besoins en insuline auront baissé. Et donc, il faut être
quand même vigilant par rapport à ça. Il va falloir se contrôler et il va falloir avoir quelques repères pour savoir de quoi on parle. Hein. Ça arrivera probablement rarement, mais si vous avez une personne diabétique qui fait une hypoglycémie dans votre groupe, il faudra que vous sachiez réagir. Déjà savoir que c'est ça ou que ça peut être ça, et faire resucrer la personne, faire arrêter la personne dans l'exercice et faire qu'elle se resucre. Ça a l'air tout bête de le dire comme ça, mais en situation, quand on n'a pas l'habitude, on peut pas le deviner. Hein. Donc ce que je vous propose justement, c'est d'en parler et d'avoir les repères par rapport à ça. C'est principalement les personnes qui sont sous insuline qui sont à risque. Bon, il y en a quelques-uns qui ont des médicaments qui peuvent aussi provoquer des hypoglycémies, mais je dirais que c'est surtout ceux qui sont sous insuline et forte dose d'insuline avec lesquels il faut être vigilant. Alors, j'aime bien demander à des sportifs quels sont les symptômes de l'hypoglycémie. Parce que vous les avez ressentis quand même à un moment ou à un autre. Sueur froide, irritabilité. Ouais, sueur froide, irritabilité, grosse fatigue. Vous êtes d'accord avec grosse fatigue? Quand on est en hypo, on est au ralenti. On est au ralenti, hein. Des troubles de Ouais. la perception, De la perception, de la vue, des troubles de... Non, on comprend pas très bien, voilà. On est un peu dans le brouillard. D'accord, ok. Donc, la faim, la fringale. Ouais. Ouais. Vous, ça, c'est comme ça? Ouais. Au bout d'un moment? Ouais. Et alors, la solution dans ces cas-là? Parce qu'il n'y en avait pas dans le sac. Ah, pas bien ça. Ah ouais, non, mais c'est pas bien. Mais il faut rouler moins vite, hein. Donc, voilà, les symptômes de l'hypoglycémie, ouais, la vision floue. Alors, la fatigue, c'est sûrement le symptôme le plus précoce. Quelqu'un qui commence à être fatigué, qui avance plus très vite, qui va moins bien que d'habitude. Dans un groupe, si vous avez, je sais pas moi, de la randonnée, puis que vous en voyez un qui se met à ralentir, voire même tituber, là, en tout cas, non, simplement ralentir. Simplement, faut aller voir en queue de peloton dans ces cas-là. Hein, si vous voulez trouver des hippos, il faut aller en queue de peloton en disant, t'as du diabète, t'as ton appareil, t'es à combien là? Donc voilà. La fatigue. Sueur, tremblement, pâleur, palpitation. Hein, ça, c'est les signes adrénergiques. Vision floue. Et puis les troubles du comportement, effectivement, il y a des personnes qui disent, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me contrôler, mais je suis irritable. Quand je suis en hypo, je suis irritable, je dis des choses qui me surprennent moi-même. Donc, pardon? Quand on n'est pas bien, on supporte moins les choses. Ouais, et puis c'est que plus la glycémie baisse et plus le cerveau en souffre. Hein. Au bout d'un moment, c'est des signes cérébraux qui commencent à se manifester. Donc les troubles de comportement, ça commence à ce niveau-là, et ça va s'accentuer par des troubles de plus en plus marqués. Ça peut aller jusqu'aux troubles de la parole, voire même plus, des troubles, des signes neurologiques, convulsions, voire même coma ou des choses comme ça. Bon, c'est vrai que des fois ça descend très très fort, et à ce moment-là, quand une personne est diabétique et qu'elle a un comportement qui n'est pas habituel, il faut avoir le réflexe resucrage parce que c'est probablement une hypo. Hein. C'est 15 grammes. Pardon? C'est 15 grammes qu'on donne des films, c'est comme ça. Ah oui, ça, on va en parler. Bah tiens, c'est la diapo suivante. Ce qui peut vous alerter, une personne qui marche lentement d'habitude, qui commence d'un seul coup à partir devant, à accélérer sans raison particulière, avec son hypo. Il y a de fortes chances. On sent que c'est des ailes à 0,60. À 0,30 on tombe. 0,30. Ouais. Mais bon, à 0,13 je suis encore debout sur mes raquettes. Hein. 0,13. Tu as déjà eu 0,13. En montant à la Ça, c'est les types 1, ça.
Les type 2, ils arrivent à 0,90, ça y est, c'est les tremblements, tout ça, ils ont l'habitude d'être à 3 grammes. Alors, dès que ça descend un peu trop vite, ça fait des symptômes que le corps ressent. Mais les type 1, 0,13, voilà. Hein, donc, voilà. Bon, alors, oui, je vous ai dit, l'hypoglycémie, c'est à partir de 0,75 grammes par litre. Hein. On parle d'hypoglycémie à 0,75 et en dessous. Hein. Alors, le resucrage, vous disiez 15 grammes. 15 grammes, ça fait remonter d'environ 0,50 grammes par litre. Donc, je suis en hypo à 0,50. J'avale 15 grammes de glucides rapides, je vais remonter à 1 gramme. Donc 15 grammes de glucides rapides, ça représente 3 morceaux de sucre, un verre de jus de fruits ou de soda non light, bien sûr, une cuillère à soupe de miel, de confiture, une tranche de pain d'épices. Et ce qui est utile, c'est de rajouter un sucre lent en plus pour que ça prenne le relais jusqu'au repas suivant. Hein, parce que le sucre rapide, il va agir très très vite, mais il ne va pas durer très longtemps. Et il faut pourtant faire remonter la glycémie jusqu'au repas suivant. Voilà, donc bien sûr c'est essentiel chez une personne qui est susceptible de faire des hypoglycémies d'avoir du resucrage. Souvent le sucre rapide, peut-être que vous avez des habitudes en termes de resucrage. Les sportifs, comment vous resucrez? Avec quoi? Pardon? Une tranche de pain. Mais quel pain? Comment? Baguette ou pain en céréales? Non, pain sec ou pain complet. Alors, ce pain-là a une action relativement lente. Moi, je vais le considérer comme un sucre lent. Hein. Ah oui, pour anticiper, mais en aigu, l'hypo arrive. Pardon? Pâte d'amande. Il y a du sucre dans la pâte d'amande? Il y en a, hein? Il y a de l'amande, c'est de l'amande et du sucre, la pâte d'amande? Oui, mais bon, il y a du sucre. Moi, ce que j'essaie de dire aux diabétiques qui sont Ouais. obèses, Alors, on ne sucre pas avec du gras. oui, il faut faire attention. On se resucre avec du sucre. Donc, je préfère leur dire de prendre des jus de fruits, de la confiture, du lait condensé sucré, du miel, que de leur dire aller vers le chocolat. Le chocolat ne resucre pas une hypo. Le chocolat est beaucoup trop gras pour être un sucre rapide. C'est un sucre lent qui va faire monter la glycémie après. Un Mars, Et puis c'est plein de calories. C'est des glucides plus des lipides, c'est hyper calorique. Donc la madeleine pour se resucrer, les glucides d'accord, mais le beurre qui est avec, chez les personnes qui sont en surpoids, bon. Comment? Haribo, c'est bien. C'est du sucre rapide, ouais. C'est du sucre. Ouais. Une petite brique de jus de fruits, il y a environ 15 grammes. Oui, c'est bien. Ça, pas toutes. Les noisettes, Pas toutes. Mais c'est pas obligé de prendre avec des noisettes. Il faut prendre des glucides. Un coca? Un coca, c'est voilà, c'est. Un petit, le 2 centilitres. Il y a 15 grammes. Voilà. Une brique de jus de fruits, ça se met n'importe où, ça c'est pas fragile. Une petite gourde de compote. Ça c'est très pratique parce que c'est facile à ouvrir et si on est un peu dans les vapes à cause de l'hypo un peu sévère, on arrive quand même à l'ouvrir. Que si c'est quelque chose qui est un peu difficile à ouvrir, moi j'ai vu une personne qui avait de tels tremblements qu'elle avait du mal à mettre la petite paille dans la brique de jus de fruits et il est heureusement qu'il y avait quelqu'un pour lui faire et qu'elle a pu se resucrer. Donc, pardon? Ah oui, ça doit sucrer très vite. Comment ça s'appelle? Coup de fouet, c'est ça? Coup de fouet? Bah c'est, hein? Non mais je dis ça en blaguant, mais oui, c'est plein de glucides rapides, ça, hein? Comment? Oui, mais bon, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des glucides déjà. Dans le cas présent, il faut surtout qu'il y ait des glucides. Oui? C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est l'index glycémique qui va varier, oui, tout à fait. Oui. Quelle est la différence si je me resucre avec une tranche de pain beurré avec de la confiture et une tranche de pain avec de la confiture? Où est la différence? Le beurre. C'est le beurre.
C'est clair. Qui ralentit l'absorption. Après, il y a aussi un fait, c'est si on a une glycémie qui chute, on prend les sucres rapides, et si ça descend doucement... Oui, tout à fait, comme vous disiez là, effectivement. Dans le resucrage, quand Ouais. on parlait du resucrage, c'est ça. Alors, c'est la diapo suivante, je crois. Non, c'est pas la diapo suivante. Si, on en parle. Les collations, c'est la prévention, c'est comment anticiper les hypoglycémies. En fait, il y a un chiffre qu'il faut avoir à l'esprit, c'est 1,30 g. Avant de commencer une activité, si on la commence en dessous d'1,30 g et qu'on fait l'activité, on va faire une hypo, on va arriver dans la zone de l'hypo. Qu'est-ce qui va se passer? On sera obligé d'arrêter. Ça veut dire la séance d'activité, elle s'arrête, elle est finie, c'est raté, parce que quand on se resucre, il faut une demi-heure avant que ça remonte, et c'est l'heure où la séance est finie, et puis on rentre chez soi. Donc pour éviter que ça arrive, on fait chez une personne diabétique, on contrôle sa glycémie avant de démarrer, et si on est en dessous d'1,30 g, on se resucre un peu pour repasser au-dessus, et pour pouvoir ensuite faire sa séance correctement, et pas faire une hypo et pas risquer d'être obligé d'arrêter la séance. Donc ça, vous voyez, ça je pense que pour vous c'est important de le savoir, parce que les personnes diabétiques, là vous allez plutôt les pousser pour qu'elles ramènent leur lecteur et qu'elles se contrôlent et qu'elles aient leur resucrage avant vos séances, en disant non, j'ai pas envie qu'on s'arrête dans une demi-heure parce que vous serez sous flagada et puis tout le monde s'arrête, etc. Vous vous contrôlez. Et puis, vous vous resucrez. Bon, très souvent, je vous préviens, vous trouverez plus. Hein. On sera plutôt à 2,50 g. Hein. Donc là, il n'y a pas de resucrage, bien sûr. Hein. Mais les fois où ça sera trop bas, voilà, il faut se resucrer. Oui, mais après, si c'est une personne qui dit qu'elle est diabétique et qu'elle a un lecteur de glycémie, autant qu'elle l'apporte, autant qu'elle l'utilise. C'est le moment idéal, justement, pour... l'utiliser à bon escient, on va dire, et rester sur la même logique. Hein. Si elle est dans une zone qui évite l'hypo, c'est bien, mais si elle est en dessous, après vous pouvez très bien la faire se recontrôler un peu plus tard dans l'activité pour lui dire ça fait une demi-heure, on s'arrête et puis vous faites un contrôle de glycémie. Et puis comme ça, on arrive à gérer dans le temps. Hein. Et la deuxième chose là qu'il faut prévoir, alors les personnes diabétiques anticipent très souvent au niveau de leur traitement. Hein, Geneviève, pour la dose d'insuline du repas qui précède l'activité physique. Mais non, mais quelqu'un qui doit s'injecter à midi et qui va faire une séance à 14 h, ou qui s'injecte une dose d'insuline habituellement le matin à 8 h, qui va aller faire sa séance de gym à 10 h, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle baisse sa dose d'insuline parce que ou elle mange plus, ou un mix des deux. On ne veut pas qu'ils mangent plus parce qu'ils sont déjà obèses, il faut leur expliquer qu'ils doivent baisser leur dose. Plutôt baisser la dose, bien sûr. De toute manière, l'activité physique, c'est de l'insuline, alors. Hein, donc, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est un peu ça le principe. Mais il y a une autre chose importante à savoir, c'est qu'une personne qui fait de l'hypo, elle a besoin de 10 minutes à un quart d'heure pour récupérer. Si vous lui dites, bon, vous mangez, puis on va ralentir, hein, vous nous rattrapez, la glycémie va fermer plus vite. Même après Il faut qu'elle s'arrête complètement. Même après un resucrage, de toute façon, ils sont épuisés. Oui, on est fatigué, mais on a envie de continuer parce que le groupe, il continue. C'est compliqué d'arrêter tout d'un coup. Alors si on tourne dans une salle, pas de problème. Comment? Côté, mais en randonnée. Moi, le groupe, je l'arrête, on peut faire des exercices en attendant. Ouais, bonne idée, bonne idée. Bah oui. Parce qu'évidemment, on ne fait pas nos hippos tous en même temps. Voilà. Et puis donc, une collation en cas d'effort, s'il doit durer 2 heures ou plus, une rando par exemple, il faut prévoir de quoi faire remonter la glycémie à mi-parcours, 15-20 grammes toutes les 30 à 60 minutes selon les personnes, de manière à ne pas aller dans la zone de l'hypo.
Donc, un abricot sec toutes les 20 minutes. d'accord. Ok. Et ça marche? Après, c'est que le patient se connaisse. Oui. Une fois qu'il se connaît, Oui. on sait que si je pars à la gare 4, Oui. je suis tranquille pendant 1 heure. Oui. C'est très individuel et après, c'est sûrement quelque chose de fondamental, hein. Le fait d'autonomiser les personnes, une fois qu'elles se connaissent, hein. Après, c'est toujours pareil. Et autant que ces choses-là, elles les sachent. Donc, ne vous privez pas de questionner vos adhérents ou vos pratiquants diabétiques pour savoir ce qu'ils savent là-dessus, parce que régulièrement, ce genre de choses, ils les sauront pas trop, hein. Donc, poussez-les un peu dans cette direction, parce que ça les fera réfléchir et ça leur fera prendre conscience de l'évolution notamment de leur glycémie. Ce qui est important dans leur sac à dos, c'est de boire à la fois de l'eau et du resucrage, enfin du jus. Moi, je me souviens de stages de ski de fond, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi de ski de fond, avec des copains, où on prenait tous plein de briquettes de jus. Mais manque de fois, il y en avait un dans le groupe qui était en hyper, et personne n'avait d'eau. Ben, c'est galère. Eh ben, on prend la neige, oui, d'accord, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Enfin, maintenant, c'est pas. Donc, il faut de l'eau et du sucre. Mais ça, c'est comme chez vous. Voilà, de l'eau, vêtements de rechange, trousse à pansement, le lecteur de glycémie, des bandelettes, des lancettes, du resucrage, comme on dit. Allez, hop, voilà. Ça, c'est notre association qui propose des activités diverses et variées. De la rando, de la gym, de la natation, du karaté santé, il manque le basket. Et la GTO, c'est quoi la GTO? La grande traversée de l'Oie. C'est une marche qui est organisée par l'association des randonneurs de la région de Saint-Thierry, avec différents groupes, différents niveaux. On propose... Sur une journée? Sur une journée. On propose en particulier à ceux qui sont dans le programme Soudaine en forme de marcher l'après-midi, 4 km. C'est rien pour vous, c'est énorme pour eux. Le long de la Marne, pas de dénivelé, si ce n'est les tabous. Le long de la rivière, et c'est beaucoup pour ces gens-là. À chacun son Everest. Hein, voilà, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Quelqu'un qui avait fait une petite distance, mais qu'elle n'avait jamais faite jusqu'alors, et elle m'a dit à chacun son Everest. Voilà. Mais bon, dans ce groupe-là, il y en a qui font déjà une vingtaine partie et qui rejoignent le groupe de l'après-midi, les 4 km. Avec un encadrement médical pour l'après-midi. La boucle entière fait entre 20 et 25 km. Mais voilà, le parcours sport-santé, il est sur 4 km. Voilà. Si vous avez entendu parler de l'Union Sport et Diabète, c'est bien. Sinon, allez sur son site ou sur sa page Facebook. Parce que c'est des passionnés du sport, et même si on est diabétique, c'est leur association. Et donc, ils ont tout un tas d'activités, de réflexions. Le dernier travail qui a été fait, c'est avec une structure qui s'appelle Luxel, c'est ça? C'est le sport scolaire pour les enfants diabétiques. Dans quel cadre, de quelle manière? C'est des fiches conseils pour les profs de sport, pour les parents, pour les enseignants, pour ne pas empêcher les enfants diabétiques de faire du sport. Voilà. Donc peut-être vous avez des questions. Vous avez vu passer les albums photos de nos stages.
Par rapport au diabète, c'est des notions, des repères que vous aviez? Oui? La diminution de l'hyperglycémie, parce qu'ils font aussi des injections de glucagon notamment. C'est le traitement de secours. Le glucagon, c'est le traitement de secours quand une personne a fait une hypoglycémie tellement sévère qu'elle est plus capable de s'alimenter, de boire ou de manger, voire qu'elle est dans le coma. Ça stimule la sécrétion de glucose du foie. Hein. Les réserves du foie sont mobilisées comme ça, et c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Et en fait, c'est cette voie-là qui est activée et qui fait monter la glycémie. La personne reprend connaissance. Momentanément, elle va pouvoir se réalimenter comme ça. C'est quand même à éviter. C'est... Non, c'est pas ça, mais c'est qu'on a une bonne prise de foie après. On a sollicité le foie à libérer du glucose. Généralement, les gens... Moi, j'en ai jamais eu, hein. Les gens se plaignent de nausées après. Donc, tant qu'on peut resucrer la personne dans la bouche... Alors, un truc qui marche très bien, c'est mettre du miel, de la confiture, à l'intérieur de la joue. Parce que généralement, ils ont la mâchoire fermée, on peut pas les obliger à avaler parce qu'ils peuvent s'effondrer. Donc, en mettant à l'intérieur de la joue, ça peut être un endroit où ça passe assez vite. Mais Ça a été rapporté. je pense pas que vous ayez besoin du glucagon dans votre sac. Non, moi non, mais si le patient, toutefois, il est dans une Oui, on n'en a jamais sur nous. Moi j'ai un truc de glucagon dans mon frigidaire depuis 40 ans, mais je pourrais jamais me piquer avec. Parce que le jour où je devrais faire la piqûre, je serai dans le coma. Donc, Geneviève, qui va rentrer chez moi? c'est une sécurité, ça, c'est probablement, ça sécurise probablement beaucoup les parents qui ont un enfant diabétique de type 1, de savoir qu'il y a ça dans le frigo. Si jamais l'enfant fait une hypoglycémie sévère et avec perte de connaissance, ils se disent, dans le pire des cas, j'ai le glucagon que je peux utiliser. Voilà. Mais à mon avis, vous n'en aurez jamais eu. Bon, voilà. Moi j'ai une autre question, mais rien à voir avec forcément le thème, mais votre association, là, est-ce que les personnes qui viennent sont remboursées de leur activité ou pas? Ah, on donne la parole à qui? À Cassandra? Cassandra, allez, je veux bien participer. Non? C'est pas si débrouillé. Alors, en fait, ça avance petit à petit. Qu'est-ce qui est remboursé déjà? Alors, on a la chance dans notre région d'avoir un réseau sport santé bien-être régional qui s'appelle Picardie en forme. À l'époque où ça s'appelait la Picardie, maintenant on est Hauts-de-France, donc on va être obligé d'élargir notre territoire et de diffuser le réseau régional à la grande région. Pourquoi pas? Et en fait, une des actions du réseau régional, c'était de rembourser la première année 50% du coût de l'adhésion au club, à l'usager, avec une limite de 70 €. Voilà. Donc c'était une manière de lever le frein financier, ou en tout cas d'aider à ce que l'aspect financier ne soit pas un problème. Il y a des mutuelles, et dans notre territoire, il y en a une qui s'appelle Apreva, qui rembourse 150 € par an aux personnes qui sont inscrites dans un club sportif. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ben, pardon? Il y a des financements, mais c'est pas structuré, mais il y a certains financements qui peuvent être faits par l'ARS dans le cadre des appels à projets de prévention vers des structures qui mettent en place de l'activité physique. Nous, à notre niveau, on a fait rentrer les programmes d'activité physique dans les prestations du réseau diabète pour ses adhérents.
en disant ben la diététicienne c'est pris en charge, donc l'activité physique c'est pris en charge. C'est dans le même ordre d'idée que de travailler sur sa diététique. Hein. Donc voilà, pour répondre à votre question. Donc en fait, pour parler concrètement, ça va coûter combien une personne qui va venir dans notre association parce qu'on lui prescrit du sport sur ordonnance? Les licences, la plus élevée des licences sur notre territoire, c'est celle de la natation. Elle était à 250 € cette année. Voilà. La rando, c'est 35. C'est vraiment la plus basse. Hein. La rando, on ne peut pas faire plus. Hein. Bon. Oui. Il y a un agrément qui est sorti pour les salles de sport en activité physique adaptée. Ça me dit rien. Le label Salle Sport Santé, Exactement, pour les salles de fait par la SF2S. Et alors, C'est Dr Pérez qui est à l'origine du contenu de la formation et du label. Hein. Si vous voulez savoir... vous n'êtes pas étonné. Ah bah si, totalement. Mais Monsieur Pérez, c'est le père du sport santé en France. Hein. Donc, soyez pas étonnés qu'il soit dans différents programmes et dispositifs. À la SF2S, dont on fait partie, lui comme moi, on s'est intéressé aux salles de sport santé en disant, OK, le dispositif fédéral est en train d'intégrer le sport santé dans ses pratiques, en le sécurisant, en formant les animateurs, etc. Qu'est-ce qu'il en est des salles de sport? Eh ben, on a proposé une formation aux coachs sportifs des salles de sport sur la base de la formation des éducateurs sportifs des fédérations, pour qu'ils aient la même posture et en tout cas les mêmes connaissances et qu'ils soient en capacité d'encadrer des personnes même atteintes de pathologie de manière sécurisante, hein, adaptée et sécurisante. Donc effectivement, un label a été fabriqué, ce qui veut dire un animateur formé, des règles de sécurité, notamment sur les dimensions dopage, sécurité matérielle dans les installations qui sont bien énumérées. Il y a ça dans le label, et puis d'autres choses, et puis le fait que ce soit affiché également, hein, que tout ça soit clairement identifié dans la salle. Donc ça existe effectivement. Et qu'est-ce que ça apporte aux pratiquants? D'être encadré par des personnes qui ont une formation. Voilà. Ah non, non. Ah non, non, il y a aucun lien financier. Il y a même une chaîne Elancia, pour pas la nommer, qui en fait sa pub, qui dit nous on est labellisé, on fait faire une formation à nos coachs et on est en capacité de proposer des programmes sport santé. Voilà. Donc ça a du sens. Vous êtes coach en salle de sport? Alors non, j'étais commercial en salle de sport, j'étais coach en salle de sport pendant ma formation, mais non, j'ai pas pour objectif d'être coach en salle de sport, mais je me renseigne sur le sport. D'accord. Justement ce qui se fait, et notamment financièrement, on parle de sport sur ordonnance en fait, mais à notre niveau, nous... Il y a des mutuelles qui vont y venir à identifier les salles de sport qui sont labellisées pour pouvoir orienter vers ces salles-là. Le sport sur ordonnance, ça n'a jamais été un remboursement de l'activité, c'est de la prescription, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Il y a des municipalités qui vont mettre en place des choses avec des mutuelles, par exemple. Oui. Mais ça n'a jamais été le financement de l'activité physique. L'idée, effectivement, c'est de dire les médecins prescrivent l'activité physique, déjà. Hein, déjà, commencer par le commencement. Hein. Mais sur la partie qui finance, pour l'instant, il n'y a pas de réponse.
ça a été fait à Strasbourg, et eux, c'est une ville c'est la municipalité qui a mis des sous. Mais parce que c'est une ville qui est assez riche, et eux, ils ont mis une enveloppe, mais c'est une décision municipale. À Biarritz aussi, ils ont fait ça, je crois, mais c'est pareil, c'est des enveloppes de la ville. Ouais. À Caen, c'est pareil, ils ont mis 300 000 € pour le programme, mais c'est pas la Sécu qui paye c'est la municipalité qui débloque une. Voilà, après, politiquement, ils communiquent là-dessus. Une population qui est physiquement active, bah forcément économiquement aussi. Enfin, ils en tirent, et puis je mets ça, puis donc du coup tu vas voter pour moi. Et puis, mais c'est jamais été question de payer, de rembourser par la sécurité. Alors, encore une question du coup, tout premier. Vos coachs, les coachs de labellisés. En termes de prérogatives, ils ont le droit de plus ou moins qu'un éducateur en activité physique adaptée. Bon, ils n'ont pas la même formation. C'est une formation de mémoire. Je crois que c'est une formation de 100 heures. Un enseignant en activité physique adaptée, c'est combien d'années? 3 à 5, hein, donc c'est pas du tout le même volume de formation. C'est ça. Alors du coup, pourquoi ne pas donner le travail du coup de salle sport santé à des éducateurs en activité physique adaptée? Parce ils sont capables de faire tellement plus que leur dire de faire du programme sport santé. On peut peut-être leur proposer de faire plus en fonction des compétences qu'ils ont acquises. C'est-à-dire de l'organisation, c'est-à-dire du conseil. Moi, je vois les choses comme ça, hein, mais effectivement, ils sont à un niveau de formation qui leur permet d'organiser les dispositifs, de les évaluer, de faire des systèmes de passerelles, la partie éducation thérapeutique notamment, qui fait le lien entre la pathologie et comment pratiquer l'activité quand il y a un problème de fragilité. Voilà. Mais effectivement, c'est un problème qui a du sens, hein, je l'entends. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on parle de sport sur ordonnance en termes d'affection de longue durée. Je ne sais plus si c'est 10 millions ou 12 millions de personnes concernées. Donc, voilà quoi. Il faut être capable de gérer toute cette population. Hein. Et manifestement, on est loin du compte parce que regardez, dans notre association, on parle de 300 adhérents, mais on les a même pas. On est probablement encore en dessous sur un bassin de population qui fait 65 000 personnes. Donc, bon, voilà, entre ce qu'on dit comme aujourd'hui et la réalité sur les territoires, il y a du chemin à parcourir. Hein. Donc, c'est vrai, moi je pense effectivement qu'il faut structurer encore, continuer de structurer le dispositif sport santé de manière à essayer de répondre aux besoins de la population. Il y a une réflexion également en termes de santé publique. Hein. On sent bien que il y a un processus qui est en train de se développer avec la sédentarité et l'obésité, et que ça va quand même assez vite, hein, que ça va assez fort. Et donc, il faut être en capacité de proposer quelque chose d'adapté, quoi. Enfin, en tout cas de suffisant, un dispositif suffisant par rapport à tout ça. C'est pour ça que vous êtes là, je pense. Mais bon, c'est compliqué, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est en train de se développer depuis moins d'une dizaine d'années. Et donc, on est dans les prémices d'un dispositif qui, sûrement dans 10 ans, sera beaucoup plus évolué, beaucoup plus installé. Bon, en tout cas, merci pour votre attention, soutenue, et bon courage pour la suite de votre formation. Et je pense que vous allez vous faire plaisir dans les activités que vous allez mettre en place, parce que il y a un point sur lequel j'ai passé, mais les adhérents, les personnes qui adhèrent au dispositif, elles adorent. Et la partie lien social, la partie faire partie d'un club, d'un groupe, échanger avec les uns et les autres, c'est quelque chose qui leur convient tout à fait, qui leur plaît bien, et qui les fait sortir de l'isolement parfois qu'ils ont. J'ai une
sera pas unifié. J'en avais parlé par exemple pour les financements, on monte soit une salle, soit un groupe. C'est quoi la différence avec un club? Il y a un label à avoir en plus pour le statut d'association? Ben, disons que le mouvement il se structure. C'est vrai que d'être affilié à une fédération, ça ouvre des portes. Mais ça nous oblige de faire qu'un seul sport, alors que si on veut prendre en charge un groupe de personnes qui sont atteintes par exemple de diabète et qu'on veut leur faire plusieurs activités. Oui, oui. Non, mais je vous laisse échanger. Il y a plein de possibilités en vérité. Il y a plein de possibilités. Vous voyez, là, on vient de parler du label salle de sport. Il y a des affiliations à des fédérations plus ou moins souples. Pardon? Non, probablement pas. Je pense que votre diplôme, là, le diplôme que vous allez obtenir, il a une vraie valeur en lui-même pour montrer que vous savez de quoi vous parlez, de quelle pathologie, de quelle pratique. Et donc, je pense que vos interlocuteurs, ils en tiendront énormément compte, hein, comme un label en quelque sorte, hein, parce que vous avez une formation à ce titre-là. Vous poserez la question à vos professeurs pour savoir, oui, à Gilbert et à professeur Raymond, pour savoir comment ils voient les choses par rapport à poser-leur la question pour savoir comment vous pensez vous organiser. Voilà. Bonne continuation. Là. Il a dit ça, Gilbert? Je suis bavard, hein, Cassandra. Non. 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 Ça va pas être quel long. Ça va pas sembler trop long. Bon. Il semble possible d'avoir le diaporama aussi. Ouais. il est comment mon diapo? Pratique? Ouais, bah, il y avait un peu de tout. La pratique, la théorie. Excusez-moi. Et si on veut adhérer à la Société française de sport santé, comment on fait? Ah, bonne question. Il faut demander à Gilbert Pérez. D'accord. Mais oui, bien sûr. Parce que par exemple, moi je suis kiné en tant que mon confrère qui a posé la question, on est kiné. Donc si on développe du sport santé dans nos cabinets, est-ce qu'on peut adhérer à... Oui, d'autant plus qu'on va organiser un annuaire professionnel. On va organiser un annuaire professionnel pour que vous soyez identifiés sur le territoire en disant voilà, nous, on a telle compétence dans telle profession et à tel endroit de la France. Et chez Lancia, vous connaissez quelqu'un en particulier Parce que en fait, moi j'ai développé le concept Avirose. C'est un concept de rameur pour les patients opérés d'un cancer du sein. C'est à la Fédération d'Aviron? C'est avec la Fédération. C'est moi qui l'ai développé, mais donc je l'ai proposé à la Fédération d'Aviron. Et en fait, mon idée, c'est d'aller voir les salles de remise en forme pour, au moment d'Octobre Rose, pour faire parler du concept. Et si Lancia est déjà sensibilisé au sport santé plus que les autres salles de fitness, ça peut être intéressant. Oui, ils y sont, c'est clair. D'accord. C'est clair, donc je vous trouverai ou je dirai à Gilbert de vous donner les coordonnées. D'accord. Parce que oui, c'est vrai que ça a du sens. Oui, plutôt d'aller démarcher n'importe quelle salle. Bien sûr, ils ont le label. Voilà. Je pense que vous aurez une équivalence par rapport à votre formation pour leur label et les choses se feraient comme ça. C'est très bien. C'est bien la façon de faire qui peut intervenir. Ah, puis elle connaît son affaire. Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est vrai qu'on apprend bien quand on connaît mieux. Hop. Voilà. Bon, ça valait la peine de venir. Mais Ah oui, je le connais.
Il travaille pour quelle structure? On avait organisé la fête des diabétiques avec l'USD au crème de Paris. Oui. De toute manière, Cassandra très bien. Je pense que c'est là où il y a eu les premiers programmes structurés d'activité physique, notamment très concerné. La carte de moi, ce que je dis, c'est quand je vois des cartes comme ça me donne envie de simplifier. Je me dis, que dans 10 ans, la carte elle est plus comme ça. C'est une occasion de réfléchir la couleur. Mais j'essaie de me rappeler c'est elle d'ailleurs qui m'a contacté pour me demander si je voulais faire oui, Marie-Pierre Delfort. Les réseaux diabètes, c'est pareil, les choses deviennent valider le travail qui est fait, d'évaluer j'ai l'impression que la priorité elle a été donnée au MSP, qui sont des petites structures de MSP, censés être plus proches de la population, avec quelques médecins, quelques infirmières. On demande de faire le médecin, on ne demande pas d'écrire des programmes, on ne laisse pas le temps, le secrétaire elle remplit les plannings de consultation. Donc je me dis, si c'est le soir à 21h après la travail, on va se réunir pour écrire le programme de diabète. Je sais pas, les réseaux, s'ils étaient bien encadrés, moi j'ai pas vu c'était au niveau territorial, avec un réseau qui centralise un peu les programmes sur un territoire. Ça me paraissait j'ai l'impression que le zoom a été fait sur les MSP en disant que ça laisse plus la place à ce que un peu plus. Ils ont fait et moi je vois les assiettes qui accompagnent les journées européennes de l'obésité. Bon, quelle heure est-il? Je ne sais pas jusqu'à quelle heure il est. Bien, je suis ça. J'aime bien faire ce côté-là, il est assez pratique. Je me demande si la première partie, elle n'est pas un peu trop théorique. Mais bon, je me dis, il faut quand même, parce que 5 minutes,
Donc il faut bien savoir de quoi on parle. Des fois je me dis rien que des mots, même là j'ai été un peu vite, il y a des trucs que j'ai passés, mais rien que des mots, la glycémie, c'est quoi la glycémie, un lecteur glycémique, l'hémoglobine glycée, les patients ils parlent d'hémoglobine glycée, ils vont dire ça. Bon, vous avez vu, j'ai une analyse hier à le positionnement des enseignants d'emploi et des éducateurs sportifs. Mais moi, je vous mets un niveau de chiffre en termes de mes. Ouais. Les gens ne savent pas parce que oui, bien sûr, restez sur faire un peu vous avez alors vous apprenez à le faire. Vous avez plusieurs possibilités. alors moi j'ai postulé pour un remplaçant j'ai la variable de j'ai la semaine dernière, elle a fini recrutement, elle m'a fait pour me dire et mon père c'est des personnes qui ont rencontré chez l'entreprise. Je pense que la avec le DP qui me connaît, non, je ne pas vu. Il faut qu'on l'appelle. J'espère que ça marchera, mais après on verra. Il y a Alain qui a même une idée. Vous proposez Cassandre. Vous en avez parlé du Picardie Enfants. Parce que le réseau régional Picardie Enfants n'a plus de coordinateur. Vous vous rappelez de Boris Anzac que vous aviez vu croiser oui, c'est ça, voilà. Il a été recruté par la Ligue de PGV comme conseiller technique. Je l'ai vu justement, c'est lui qui m'a sollicité pour aller faire la formation. Ce topo-là, justement, aux animatrices de la GV. Et du coup, il a quitté Picardie Enfants. Du coup, il n'y a personne oui, c'est vraiment de la coordination. C'est vraiment de la coordination sur la région. Alors, c'est un peu compliqué parce que là, c'est lié au cross. Et le cross, il est en grand bouleversement parce qu'il fallait réunir les deux crosses. Et en fait, les deux régions se sont fait la guerre à un niveau qu'on n'imagine même pas. Ce qui fait que le président du cross Hauts-de-France a été élu, c'est Claude Fauquet. Il y a une plainte qui a été déposée par l'ancien cross Nord-Pas-de-Calais pour annuler l'élection. Oui. Donc en fait, le problème c'est que du coup Picardie Enfants il est bloqué administrativement tant qu'il n'y a pas de. Ouais. Donc en fait, je vous dis ça, mais je me demande, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont recruter quelqu'un pour Picardie Enfants. Mais voilà. Voilà. On a un réseau régional qui n'a plus de coordination actuellement et le réseau il pourrait repartir parce qu'avec un président comme Claude Fauquet derrière c'est quelqu'un de très très énervé. Je dis que Claude Fauquet c'est moi il a bien sûr un ministre fort. C'est lui qui avait il avait été conseiller technique national de la natation à l'époque où ça avait abouti à toute cette génération de champions, les garçons.
Et c'est lui qui avait restructuré la fédération pour la participation à ce moment-là. Donc, c'est quelqu'un qui s'est stocké. Et il a l'intention de développer le sport santé dans le continent africain. C'est pour ça que si vous postulez, je pense que ça aurait dû s'en passer. Imagine que Lucas Sandra soit la coordinatrice régionale de l'ICAR. Mais c'est très bien. Non. C'est juste là, mais c'est pas terrible. Continue, ce bras à droite. Pas forcément parce que C'est dentaire. Bonjour. Alors Gilbert, ça y est, on a fini notre topo. Donc voilà, d'accord. D'accord, entendu, on t'attend. Merci. Signature et tout, vous signez? Un passeport. Comment? Ouais, ça c'est fait. Ça c'est ah oui. Comme tu ne mets pas tes pieds par terre. Ton équilibre là, tu travailles vraiment pour les nations. Déjà, je suis étonné qu'il n'y ait pas de Swiss ball avec la déchet. Ouais, c'est le mot. Ramenez le vôtre. Ça prend bien quoi si On l'a mis dans le ticket. Il y a plus de ah oui, tu vois, si je fais ma force avec le dynamomètre, là. Alors, ça fait combien de temps que vous avez commencé la formation? Ça a commencé en janvier. Ça va, c'est gérable. Et vous faites quoi comme formation? Moi, je suis dans l'association. Bah ouais. C'est bien. Et puis, sur l'heure de l'établissement, en fait, alors le matin, il est deux. Alors le matin très tôt, sinon généralement. Tu sais, au congrès de la SFC, là, ça a bien marché, hein. Il faisait un footing le matin et le soir. ils ont eu. Je travaille même pour une société, en fait, leur principe, c'est tout à fait librement. Donc en fait, là, on est sur une entreprise, on est une journée. Les gens savent qu'on est à leur disposition, et quand ils leur posent dans 20 minutes, un quart d'heure, ils viennent et qu'on leur fait un exercice. Là, c'est des grosses boîtes, il y a beaucoup de personnel, et du coup, oui, il y a des moyens. Voilà.
C'est cool ce métier, hein. C'est enfermé dans un bureau. Parce que c'est différent. Ouais. Non, c'est ça. Après, moi, c'est pour ça que je suis partie. C'est une semaine de sport. Voilà. C'est génial, mais c'est un peu fatigant. Ouais. Moi, j'ai compris qu'avec les formations de massage à ça permet d'alterner un petit peu la capacité de stress, au travail. Oui, non mais c'est important. J'ai travaillé avec des personnes atteintes de surdensité. Donc il y a des diabètes qui se sont déclarés. Ça aggrave la situation. Dans la région parisienne? Non, c'était Poitiers. Poitiers, c'était un peu le berceau de tout ce qui était éducation sourde et on était confronté à la pathologie surdensité due à la rubéole, due à la chien, tout ça. Et on a des gens, moi j'ai connu qui n'avaient pas de diabète et pour qui diabète, Donc vous leur proposiez quoi? une marche en fait, c'est tout simple. Bon, après c'est un autre problème, mais vu les moyens qui en régression, on avait moins de possibilités de faire c'est pareil. Pourquoi moins de moyens? Parce que dans le social, c'est pour ça que je suis un peu c'est comme les EHPAD, l'association, c'est la rentabilité. Alors maintenant vous faites quoi? Je suis différentes activités, j'ai fait un barreau, j'ai craqué du travail, la considération, le travail, les éducateurs. Donc alors